Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Eclipse 2. Merci d'être là aussitôt, ça nous fait trop plaisir. Donc voilà, moi c'est Charlotte. J'ai créé La Bobine avec mon frère il y a maintenant 2 ans et ce soir on ouvre la soirée avec, un épisode de notre podcast Pas de plan B, un petit peu spécial. C'est la première fois qu'on est en live. Donc voilà, Pas de plan B, c'est un podcast, qui parle de comment vivre de l'art, au quotidien, pas la version jolie, la vraie version. Donc on va parler des doutes, des contradictions, des moments de solitude, de la fatigue, de la joie de créer et tout ça en essayant de continuer sans avoir de plan B. Donc ce soir, on va parler de musique et surtout d'identité, de collectif, de liberté, de visibilité et de ce qu'on choisit de montrer aux autres quand on monte sur scène. Et pour ça, je suis super heureuse, d'accueillir ce soir 2 artistes que j'aime énormément. Alors je vais vous demander de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Clara et Charlie Pal. Jingle! Pas de plan B. 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 Il est bien le jingle. Ouais, ouais, il est cool. C'est une petite fierté. C'est mon papa qui a fait le jingle. Ouais, ouais. Trop bien. Donc tout ça, c'est on lui doit. Bon Charlie, toi, du coup, tu es chanteur. C'est ça. Donc tu as travaillé pendant 8 ans à l'usine à Nantes. Ouais. Avant de tout quitter du coup pour écrire, pour chanter, pour monter sur scène, raconter, toutes tes transitions de l'usine à la musique, d'une ville à une autre, parce que tu es arrivée aussi à Paris, et tu transformes tout ça en chanson. Exactement. Voilà, et à côté de moi, j'ai Clara, donc Clara qui est autrice-chanteuse et à l'origine du projet Tout le monde s'appelle Clara. C'est un projet qui aujourd'hui est devenu un groupe avec, 5 musiciennes, quelque part entre la chanson française, le rock alternatif, la soul, des récits intimes. Un projet qui parle d'amour, qui parle de rage, de deuil, de résilience et qui transforme toutes les émotions, très personnelles en quelque chose de collectif. Donc bienvenue à tous les 2 dans Pas de plan B. Avant de commencer, je voulais vous poser, une question un peu, concrète. Là, maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien, ça sera tout pour moi. Non, je me sens bien, je me sens un peu fatigué. Je pense que ça va être un peu le thème aussi, du coup de ce soir. Pas la fatigue, hein, mais le projet artistique et un peu, toute la charge mentale que ça demande et cetera d'essayer de vivre de son art, d'essayer de se faire une place dans un milieu où c'est de plus en plus difficile, d'accéder à ça. Et en même temps hyper heureux, de tout le chemin que j'ai parcouru et tout donc voilà, un peu des 2. Moi, je me sens grave stressée franchement, mais ça va, je suis grave contente d'être là. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de ces conversations parce que je pense que ça va être hyper intéressant et je trouve ça vraiment beau la scène là, bravo Eclipse, c'est super. Charlie, du coup, tu viens d'un quotidien qui n'a rien à voir avec le milieu musical. À quel moment est-ce que tu comprends que tu as envie de créer? Est-ce qu'il y avait déjà un peu une urgence d'écrire, enfin voilà, de création à l'époque? Ouais, je suis retombé sur une cassette de moi, quand j'avais genre 2 ans. C'est important pour l'histoire et c'est la première fois que je me vois genre chanter, Une souris verte ou, Bateau sur l'eau, je sais plus. Mais en tout cas, c'était, trop chouette. Je me suis dit: «OK, ça vient de là, vraiment depuis très longtemps». J'ai toujours chanté, je me suis dit que j'allais vraiment en faire mon métier, après avoir gagné un tremplin en 2018. Où je me suis dit: «OK, j'ai la possibilité, de pouvoir en faire mon métier». C'est pas juste, du coup, un hobby à côté et cetera. Où j'ai pu commencer à me créer des contacts. Par contre du coup, en même temps, du coup, je bossais en usine parce que, bah, j'avais pris mon indépendance à 18 ans, j'avais quitté, ma famille et tout et je me suis dit: «Bon, faut quand même que je paye mon loyer» et donc j'ai bossé en intérim pendant, 8 ans. De base, c'était vraiment un taf étudiant, ça devait durer pas très longtemps et voilà. Et donc ça m'a permis vraiment de pouvoir, vraiment construire ce projet-là en même temps que, d'avoir une stabilité financière, voilà. Toi, Clara, c'est un projet du coup qui commence seul, puis qui devient un groupe. À quel moment est-ce que, tu te rends compte qu'il y avait besoin peut-être que ce soit un projet porté à plusieurs? Bah, parce qu'en fait, quand, ça fait plusieurs années que je fais de la scène et je me suis rendu compte que je prenais pas tant de plaisir que ça à en faire parce que j'étais hyper stressée,
comme, comme ce que j'ai dit tout à l'heure finalement. J'étais quand même grave stressée, même si ça se voyait pas tant que ça. Et je me suis rappelée d'un moment pendant mes études, parce qu'en fait, j'ai fait des études d'ingénieur, agronome et non pas à Grenoble, donc je ne connais pas cette ville. C'était pas là, c'était à Angers, hein, donc pas du tout la même chose. Mais donc il y avait une asso musique et pour un tremplin, donc voilà, on avait, monté une espèce de groupe avec, des personnes de l'asso et je me suis rappelé que c'était hyper bien, que l'ambiance était incroyable, de faire de la musique à plusieurs, c'était trop, trop, trop bien. Et c'est un truc que je retrouverais pas quand j'étais toute seule sur scène, parce qu'en fait, on peut reposer que sur soi. Donc moi, je suis hyper admirative des personnes qui montent, en solo. En vrai, c'est hyper dur, je trouve. Et donc j'ai voulu m'entourer de musiciennes, donc sans pas d'hommes cis, parce que je trouvais qu'il y en avait trop, en fait. Donc voilà, on était bien sans eux, quoi. Et donc de base, ça devait être toujours mon projet solo. D'ailleurs, ça s'appelle «Tout le monde s'appelle Clara». De base, c'était que mon nom, hein, faut pas croire j'ai la grosse tête ou je sais pas quoi là. Mais c'est juste qu'après, le, les gens nous ont identifiés comme un groupe et puis nous-mêmes, on fonctionnait comme un groupe. On a toujours eu un fonctionnement horizontal, on prenait les décisions ensemble, l'arrangement, on le faisait ensemble et donc en fait, on s'est dit qu'en fait, on était un groupe et donc on est resté «Tout le monde s'appelle Clara» et voilà. Et est-ce que être à plusieurs aujourd'hui, ça rend vraiment le projet plus fort? Ou est-ce que ça peut le fragiliser à certains endroits? Excellente question. Ça a pu être, difficile à certains moments parce que, être en groupe, ça veut dire travailler en collectif et pour ça, il faut vraiment apprendre à communiquer ensemble parce qu'on a des personnalités toutes différentes entre les meufs et moi et il y a des moments, on ne se comprenait pas et donc il a fallu se poser, réfléchir comment, gérer les problèmes, comment, se comprendre vraiment parce que c'est ultra important. Parce que notre but, c'était quand même de faire notre musique ensemble. On s'est rendu compte qu'on fonctionnait bien ensemble et donc on avait cette envie, de continuer et donc ça a beaucoup posé problème au début, mais de plus en plus, là, on se rend compte que, on se connaît de mieux en mieux. Là, ça va bientôt faire 2 ans que le projet existe, hem et ouais, maintenant, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on est là qu'on n'est pas là pour se faire de la peine ou du mal, qu'on peut être maladroite, mais que ça vient jamais d'une mauvaise intention et donc finalement, ça rend vraiment le projet plus fort d'être entre meufs queer. Pour certaines, on est des personnes non blanches. Voilà, je trouve qu'on porte un propos intéressant et ça montre qu'on peut travailler collectivement et qu'on peut être bien, quoi. Voilà. Oui. Vous avez tous les 2 des projets du coup qui sont très incarnés. On sent que voilà, vous mettez énormément de vous, dedans. Mais derrière ça, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Moi je voulais parler un petit peu du quotidien, invisible, un petit peu le fardeau de tous les artistes émergents. C'est-à-dire, la fâcheuse tendance que les gens ont à penser que pour pouvoir, être artiste, ben, en fait, il faut savoir aussi être influenceur, il faut savoir être aussi monteur vidéo, il faut savoir aussi être, une marque, à proprement parler. Il faut savoir être accessible en permanence. Donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous passez plus de temps à travailler, à gérer votre projet que, à créer, dans la partie artistique? Ouais, j'ai vraiment fait un constat, de plus en plus, parce que genre mon projet, voilà, il est vraiment comme je disais, j'ai commencé en 2018 et je trouve que ça a vraiment beaucoup évolué, en très peu de temps et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup d'être créateur de contenu et j'en viens des fois à me demander vraiment si je suis chanteur ou créateur de contenu. Je sais plus du coup c'est quoi mon métier parce que, du coup on nous demande d'être visible, on nous demande de faire des stats, de faire des streams. Je trouve que notre valeur en tant qu'artiste, elle est vachement, liée à ça en fait, au nombre de vues, au nombre de streams qu'on va faire et on est vachement comparé et tout alors que enfin, je sais pas, il y a plein d'artistes et on fait tous des choses différentes, on n'a pas besoin d'être comparés entre nous. Et du coup, ouais, on met beaucoup d'énergie à ça, à savoir comment on va faire pour promouvoir cette musique sur les réseaux. On attend du coup à faire un buzz, et moi je sais que, en ce moment, je suis dans un stade où je suis hyper perdu justement, où je me demande vraiment, pourquoi je veux faire de la musique en fait? J'en suis où? J'ai un peu perdu, cet amour-là, cet amour qui m'a fait que j'ai commencé, en fait et j'essaie de la retrouver et je me dis: «En fait, il faut peut-être que je mette le curseur ailleurs».
et arrêter de vouloir absolument, chercher le nombre de vues, le nombre de streams et juste retrouver cet amour-là de me dire: «Vas-y, je j'aime faire de la musique, j'aime raconter des histoires» et c'est tout, en fait. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Franchement, j'ai l'impression que la gestion des réseaux sociaux pour beaucoup d'artistes émergents, c'est une souffrance, parce que c'est pas pour ça de base qu'on voulait faire un projet, c'est pas là-dedans qu'on voulait faire carrière. Franchement, on voulait juste chanter nos histoires sur scène, enfin voilà. Hem et donc nous, par exemple, c'est un truc, pour l'instant, on l'a un peu abandonné en mode essayer de poster des trucs, c'est un peu dur. On arrive à faire des stories, ce genre de choses, mais des posts, qui vont rester et tout, c'est compliqué. Donc on sait qu'on ne sait pas le faire et que ça peut être une grande source de stress. Mais donc là, comment dire? Focus sur le Exactement, reste, quoi. on se focus sur autre chose, tout à fait. En mode, bah, la musique vraiment là, j'étais en répétition tout à l'heure, pour, le studio pour préparer les arrangements qu'on va faire pour enregistrer l'EP et après on va devoir parler de direction artistique, que ce soit bon là c'était pour la musique, mais là ça va être aussi pour le visuel, donc ça va nous permettre de savoir ce qu'on va enfin, à quoi on va ressembler, à quoi on veut ressembler. Donc après ça nous permet de savoir ce qu'on veut mettre sur les réseaux. Un des conseils que j'ai entendu dernièrement, c'était que il fallait dédramatiser les réseaux parce que finalement c'est Insta et on s'en fout. Des gens disent ça et qu'en fait, ça peut supprimer les trucs. On peut poster une story un peu nulle, une publication un peu bof et en vrai, ça supprime. Je dis ça, je ne sais pas faire ça, hein, mais en vrai, ben, faut dédramatiser, paraît-il, voilà. Oui, non, mais puis c'est toujours la course aussi, aux vues, aux clics, regarder, tu te dis: «Mais ça va pas marcher», c'est que c'était nul, c'est que c'était pas bien et puis dans l'autre, tu reçois un message de quelqu'un à qui ça a vraiment fait du bien et là, bon, bah, ça fait plaisir en vrai, ouais. Mais toi, en plus, Charlie, tu écris des textes qui sont hyper intimes. Tu as écrit un livre, carrément un livre qui s'appelle «Transition», qui est disponible, à la vente. Sur internet. Est-ce que toi, écrire ton livre, c'est aller encore plus loin, que le projet d'album et en fait, te dire: «Mais en fait, j'ai envie que les gens comprennent vraiment qui je suis par ma version et que je raconte mon histoire, mais dans sa globalité»? Oui, parce que, du coup, étant une personne, trans, j'ai grandi avec, une impossibilité, finalement à savoir et à comprendre très vite qui j'étais, avec, pas assez de représentation et quand j'ai eu, la possibilité d'écrire des chansons et de pouvoir, raconter, du coup, mon histoire personnelle, à travers des chansons, je me suis dit que je pourrais, potentiellement aider, quelques personnes autour de moi, des enfants, des ados, des personnes qui voilà, hem, sont perdus et tout ça et donc j'ai écrit un premier EP qui s'appelle 1400 jours et qui, du coup, l'écart en gros entre enfin le nombre de jours entre ma première naissance et la 2e et dans cet EP du coup je parle de ma transition de genre, je parle de mon rapport au père, de mon rapport au corps. Je parle aussi, bah, du coup d'anxiété et je me suis dit que je pouvais pas rester, que là-dessus et j'avais envie d'écrire un livre. Alors l'anecdote c'est que je n'aime pas lire de base et que je ne lis pas. Tu n'as pas lu ton livre? Je n'ai pas lu mon livre. Non, du coup, ouais, je me suis dit: «Bon, j'aime pas lire et tout, je vais quand même écrire un livre» et j'ai aimé lire, du coup, en écrivant mon livre et donc en gros, voilà, ce livre, c'est un chapitre, une chanson que j'ai sortie ou qui va sortir et dedans, en gros, j'explique, l'histoire qui se cache derrière, pourquoi j'en suis venu à écrire là-dessus et voilà, tout ce que je pouvais pas raconter en 3 minutes, en 3 minutes de chanson et je trouve ça hyper chouette, d'avoir, la possibilité d'avoir, de la «matière» entre guillemets un peu différente, que ce soit le livre ou l'artistique pour continuer en fait finalement à prendre une place là où il y en a, ils s'emmerdent vraiment tous les jours à vouloir, quand même nous l'enlever quoi. Vraiment, ils mettent de l'énergie donc moi je mets vraiment de l'énergie à continuer de montrer qu'on est là, qu'on existe et effectivement en tant que personne trans, personne queer, je trouve que c'est assez difficile, artistiquement, heu voilà, de quand même de se créer une place et cetera et voilà. Je sais plus c'était quoi la question originelle, mais je me suis, perdu donc Ouais, so c'est chaos. Et Clara, toi, donc votre projet, il parle aussi beaucoup de vulnérabilité, d'émotions et de récits queer également. Est-ce que pour vous aussi, la scène, parce que c'est ce que vous exploitez en vrai le plus, on vous voit beaucoup, en live et c'est merveilleux d'ailleurs. Est-ce que, c'est à cet endroit-là que vous pouvez être toutes
pleinement vous? Hem, ouais, franchement oui, pour, faire très court. Mais, oui, parce que c'est de là, d'où on vient. On s'est rencontrés par ça avec les meufs, parce qu'on a commencé à jouer ensemble, directement. On a fait une espèce de jam. C'est comme ça qu'on commence à arranger nos chansons en général aussi et on essaye aussi de tendre vers une liberté et et un comment ça s'appelle? Hem, un lâcher prise, voilà, sur scène, et ça, on l'a pas depuis le début, on l'a pas depuis toujours. On le travaille, franchement, c'est un truc qui se travaille, d'aller vraiment raconter qui on est sur la scène, d'aller trouver une synergie, surtout qu'on est 5, d'aller se retrouver une connexion entre nous. C'était beaucoup ce qu'on a pu travailler dernièrement quand on a été, au chantier des Franco, à la session de travail, on a beaucoup travaillé sur ça, la connexion entre nous, parce que c'était l'importance et donc c'était la question que tu avais tout à l'heure de porter un projet à plusieurs. Ben, si on porte à plusieurs, c'est vraiment qu'on veut être ensemble et donc comment le retranscrire sur scène? On le travaille, hein, franchement, puis aussi on le travaille aussi en dehors, on se voit, on fait des petits goûters et tout, c'est super, on mange des crêpes. On s'aime pas en dehors, mais c'est OK. Et où est-ce qu'on peut vous voir prochainement, sur scène? Et ben, on joue la semaine prochaine, le 21 mai, au Hasard Ludique pour une soirée féministe qui s'appelle Au cœur de scène et ce sera en complétant avec 2 autres artistes et sinon on va jouer aussi au festival More Women on Stage qui a lieu, le 12 et 13 juin et nous on joue le 13 à Petit Bain. Voilà. Trop bien. Maintenant on va parler du sujet qui fâche, c'est-à-dire l'argent. Est-ce que pour vous l'argent c'est un sujet tabou ou pas du tout? Non, Voilà. voilà, c'est tout. Non, bah, je sais pas c'est quoi la question après derrière, la suivante et tout, mais Ben, est-ce que, l'argent à un moment dans la carrière, ça devient, vraiment, un questionnement? Est-ce qu'on va accepter des projets qu'on n'a pas envie de faire parce que, bah, derrière, il y a une rémunération qui peut être, bah, importante pour nous? Ou inversement, est-ce qu'il y a des projets qu'on fait où on sait qu'on ne prend absolument aucun argent, mais parce que ça nous tient vraiment à cœur et que, bah, on a envie de le faire, quoi? Quelle place est-ce que ça prend, dans le quotidien? Bah, déjà, c'est hyper compliqué, je trouve, en début de projet, cette question financière justement parce que c'est quand même un investissement sur du long terme avec, du coup, très peu d'argent gagné. Il faut souvent avoir un taf à côté. Enfin, genre là, moi, j'ai eu une année d'intermittence cette année, mais je la perds sans doute fin août, donc c'est la vie. Et donc il y a toujours cette question-là de, «OK, j'ai envie de faire ça, mais il faut quand même que je mange à côté». Donc c'est quand même, une jauge de stress quand même assez importante. Bien évidemment que, tu as envie à un moment donné que ça marche aussi pour pouvoir être tranquille financièrement et cetera. On va pas se le cacher. Après, personnellement, je sais que c'est pas, pour ça que je fais de la musique et donc moi, j'aimerais juste pouvoir être libre émotionnellement de me dire: «OK, je fais de la musique et c'est cool et à la fin du mois, je peux manger quoi et payer mon loyer et donner à manger à mon chat». Surtout à mon chat. Hem, mais voilà et puis après concernant des projets, moi je fais beaucoup de projets aussi, où c'est pas payé parce que, je kiffe ça en fait, juste de rencontrer des gens et de faire des trucs chouettes et à l'inverse, je pense pas que je ferais quelque chose que j'ai pas envie de faire, ou quelque chose vraiment, qui serait à l'encontre de mes principes. J'aurais un peu du mal à me regarder dans le miroir et j'ai pas trop envie de vendre mon âme au diable donc il y a vraiment des choses, je non, je pense que j'ai déjà refusé des choses, qui auraient été, je pense, bien pour mon projet. Juste, waouh, je pense que je l'aurais pas assumé, ouais. Ouais. Après tu peux toujours être influenceur au pire, Exactement. Ouais, Clara, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez en groupe? Ouais, totalement. Bah, ça peut être de toute façon de manière individuelle, cette question de l'argent, c'est un truc qui prend aussi la tête de savoir comment prendre son indépendance, comment, pouvoir vivre, avoir son chez soi, voilà, c'est quelque chose qui est, tout le temps là comme question et collectivement, bien sûr, parce qu'on n'est pas toutes logées à la même enseigne. Moi, je sais que j'ai de la chance avec mes parents parce que je vis chez eux, donc j'ai pas besoin de travailler à côté. Je peux, mettre mon temps dans le projet. Donc vraiment, là, je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde. J'entends Charlie qui témoigne, voilà, on n'a pas du tout le même parcours là-dessus, donc je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance sur ça. Mais il y en a d'autres dans le projet, il y en a plusieurs qui, enfin, c'est une galère de fou, quoi. C'est-à-dire que au tout début, quand on a commencé, on a vraiment, joué à plein d'endroits. On n'était pas payés parce que,
il fallait qu'on rôde le live, il fallait qu'on joue ensemble, qu'on apprenne à se rencontrer aussi sur scène, à rencontrer un peu le public, voir quels étaient les retours et tout ça. Mais maintenant qu'on a plus d'opportunités qui peuvent être payées en cachet et tout, maintenant, ça nous arrive de refuser des scènes parce qu'en fait, on peut juste pas se le permettre, parce que ce serait trop difficile. Il y a toute une logistique quand même, sachant qu'on est beaucoup de personnes. Il y a trop de logistique pour, maintenant, pour qu'on accepte encore des scènes, pas payées, sauf si vraiment, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur, s'il y a vraiment quelque chose, derrière, mais c'est compliqué franchement, pour la plupart d'entre nous. Par exemple, je sais que je vais citer le cas de Réjeanne qui est la claviériste choriste, dans le projet. Elle passe son diplôme d'état en même temps de piano, elle fait des allers-retours à Lyon. Toutes les semaines, elle en fait plusieurs, parce que, elle souhaiterait être prof de musique au conservatoire parce qu'elle adore ça, elle adore transmettre et en même temps, elle aimerait faire son intermittence. Donc là, elle court de fou, hem et donc c'est extrêmement enfin, elle a peu de temps, très stressée, très fatiguée. Pareil pour d'autres, enfin voilà, donc il y a vraiment tout ce truc de devoir, travailler avec nos réalités à chacune qui sont différentes en vrai et on en parle parce que c'est trop important. Je vous propose de faire un petit jeu. C'est c'est des questions, hein, mais Ça me stresse. c'est des petites questions rapides. Donc je vais vous les poser et voilà, vous répondez en même temps, simultanément, faites Du mal à comprendre les règles assez vite, donc bon, ça me non, non, stresse. mais l'idée, c'est vraiment de répondre la première chose qui vous vient en tête quand je vous pose cette question. Si, par exemple, je vous demande un morceau que vous auriez aimé écrire, Je dirais Blizzard de Fauve. Et moi, c'est «Je veux tout savoir» de Hélène Sio. quel est votre plus gros syndrome de l'imposteur récemment? Être ici pour parler car, j'étais là: «Qu'est-ce que je vais raconter?» Faire de la musique, ce qui est le thème finalement, Le pire conseil qu'on vous ait donné dans la musique? Un professionnel, Vous avez le temps? peut revenir Ouais. après dessus. Ouais, je pense. Oui. Je ne sais pas, tu le sais toi? Non? Non, Ouais, le je pire sais. conseil, hem, Ça peut être en rapport avec les réseaux sociaux, Bah, je sais pas si c'est un pire conseil, mais je pense que, faut et donc je sais pas si c'est hors sujet, mais je trouve que c'est qu'il faut faire attention, en fait, aux différents conseils qu'on va avoir et en fait, il y a beaucoup de gens, surtout quand tu as des équipes. Enfin, moi, je sais que je suis pas indépendant, j'ai un label et tout, j'ai plusieurs entités qui gravitent autour de mon projet et en fait, bah, par moment, il y a vraiment, plein de gens qui te disent tout et son contraire ou qu'on va te donner des conseils et cetera et en fait, je trouve que ce qui est difficile, c'est, de pouvoir, prendre et en laisser et donc dedans, il peut y avoir des pires conseils, qu'il ne faut pas suivre, voilà. mais on saura pas lesquels. Voilà. Une chose qu'on ne voit jamais du métier? Tout le travail, je pense, qui est fait en amont, c'est vrai que enfin, je sais pas et tout ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, qui découvrent des artistes et qui sont en mode: «Ah là là, il est sorti De nulle part. de nulle part et tout». Pas du tout, en fait, juste il a galéré pendant 20 ans, et ouais, non, je pense que c'est tout le travail qui est fait derrière, tout le stress qui est engendré, tous les doutes, les questionnements, les remises en question et cetera, voilà. ouais, tout à fait d'accord avec toi. Pardon, vraiment je rigole. Tout à fait d'accord, parce que, construire un projet émergent comme ça, c'est on sachant qu'on quand on ne vient pas de ce milieu de base, on découvre que c'est vraiment un milieu comme un autre. En vrai, il y a plein de mots de jargon, il y a plein de gens avec des métiers très différents dont on n'a jamais entendu parler, qui sont hyper importants. Par exemple, on dit pro de la musique. En fait, pro de la musique, ça veut pas dire les gens qui jouent la musique, ça veut dire les gens qui produisent, ça veut dire les bookers qui vont chercher les dates, ça va être, des gens qui font les éditions. Qu'est-ce que c'est les éditions? En vrai, il y a toujours plein de questions, plein de trucs qu'on découvre et c'est vraiment c'est toute une industrie, tout un secteur extrêmement précis. Enfin, moi, je me doutais pas qu'il y avait autant de choses derrière vraiment et puis, en plus de ça, c'est donc maxi gestion de projet, découvrir des nouveaux actrices et tout machin et des nouveaux partenaires, nouvelles partenaires à trouver et trucs et ben, en plus de ça, il y a toute la charge mentale, le fait qu'en fait,
c'est dans la tête tout le temps. Enfin, genre, moi, j'ai grave du mal à couper. J'ai réussi à prendre une semaine de vacances, il y a 1 mois et demi. Ça faisait, 1 an et demi que j'avais pas fait ça. Parce qu'en fait, on y pense constamment. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'y pense constamment à ça, hein, vraiment. Bah, moi, il y a 15 jours, de base, ça devait rester en off, mais je trouve ça hyper intéressant de dire. Il y a 15 jours, je voulais arrêter la musique. Alors, je dis ça à peu près toutes les 2 semaines. Je le fais pas parce que j'ai vraiment envie de continuer la musique et c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. Mais vraiment, il y a 15 jours, je suis allé voir mon producteur et j'ai dit: «J'arrête la musique». Et il m'a dit: «Charlie, prends des vacances». Et j'ai pris des vacances et je ne veux plus arrêter la musique. Mais effectivement, je pense que c'est hyper dur de couper. Je te rejoins là-dessus. Ou moi, ça faisait genre 1 an aussi, j'avais pas pris de vacances et en fait, parce que je m'autorisais pas à le faire. Et j'étais en mode parce qu'en fait, si je prends des vacances, qui va travailler le projet? Personne. Le projet, du coup, il avance pas. Et je vois toutes les autres personnes qui, elles, du coup, avancent et cetera et du coup, ça je trouve ça nourrit un peu le syndrome de l'imposteur et enfin, il y a plein de trucs qui se passent donc en vrai, je te rejoins, là-dessus, quoi. Bah, merci et avant de finir et de conclure, cet épisode, une dernière question. Malgré, tout ce qu'on vient de raconter, donc les doutes, la fatigue, l'exposition, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui pousse quand même à continuer? Qu'est-ce qui pousse à créer? Et est-ce qu'on envisage un plan B? Hem, ben, je vais enfin, qu'est-ce qui pousse à créer? Moi, je pense que c'est, le fait que nous, dans le projet qu'on est en train de créer, hem, j'ai l'impression de représenter quelque chose que j'ai pas vu quand j'étais plus jeune. Un groupe de meufs, avec, des personnes, noires comme ça, enfin, voilà, avec, moi en tant que front, woman, je trouve ça enfin, moi je l'ai pas vu et je trouve que c'est hyper important. Parfois, je descends de scène, on est en train de faire les balances, avant le concert, et puis je nous regarde depuis en bas et je regarde les meufs qui jouent et je me dis: «Putain, ça fait vraiment plaisir» parce que, on fait de la belle musique, on est ensemble, on est stylés et je me dis, pour ça, c'est trop important. Enfin, genre, le fait de représenter comme ça, ça donne envie de continuer. Je trouve que ça donne du sens. Voilà. Ouais, je suis hyper d'accord et ce qui donne envie effectivement, je pense, c'est aussi, d'avoir des retours de personnes qui écoutent, et vu que j'adore les anecdotes, je vais faire une anecdote. En gros, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je pense que ça me marquera à vie. C'est, sur une chanson que j'ai écrite qui s'appelle «Papa» et du coup, je parle à mon papa et je lui dis à quel point je l'en ai voulu qu'il m'ait pas accepté, en tant que son fils et qu'il a mis du temps et cetera et que maintenant je lui en veux plus et que je l'aime et cetera et je suis passé à cette chanson donc passe à la radio et un jour, un gars m'envoie un message, il me dit: «Écoute, mon père, ça faisait 8 ans qu'on n'avait plus de tout de lien, j'ai fait ma transition, enfin j'ai fait mon coming out et ça fait 8 ans qu'on se parle plus et en fait, il a écouté ta chanson à la radio et il m'a envoyé un message et il m'a fait: "Écoute, ça parle de nous"» et ça m'a vraiment bouleversé parce que je me suis dit: «Je sais pas en fait où ça en est, mais ça veut dire que potentiellement ça a aidé à recréer quelque chose en tout cas» et je suis en mode, bah, en fait, c'est un peu pour ça aussi que je fais de la musique et que je kiffe ce métier. C'est parce que du coup, tu peux écrire des chansons et en fait, juste ça aide d'autres gens et c'est trop bien et rien que pour ça, enfin, pour rien au monde, en fait, j'ai envie de faire un autre métier et pour rien au monde, je ne veux un plan B, quoi. Tu vu cette transition? Alors là, mais tu me le sers sur un plateau d'argent. Écoute, merci Charlie, merci Clara, merci à Pas de tous. plan Vous B. êtes hyper nombreux en fait. Depuis tout à l'heure, je vous regarde pas. Pas de plan B. 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 Pas de plan B.